Howdy, bienvenue dans Chronique des États-Unis, un épisode, une question sur les élections et la société américaine. Alors la question du jour, le Trumpisme est-il un populisme ? Le populisme aux États-Unis, en effet, ne peut pas être pensé comme le populisme en Europe. Ils ont deux histoires. Le mot a deux histoires différentes qui ramènent à des significations différentes. Jérôme Jamin, professeur à l'Université de Liège, spécialiste des États-Unis et auteur de l'ouvrage Le populisme aux États-Unis, un regard pour l'Europe. Aux États-Unis vont apparaître des discours qui opposent d'une part le peuple de l'Amérique profonde dans les États fédérés contre les élites politiques de Washington qui incarnent l'État fédéral. Et le populisme américain, dès la création de l'État fédéral, passage d'une confédération à une fédération aux États-Unis à la fin du XVIIIe siècle, dès ce moment et durant tout le XIXe siècle, apparaît plutôt d'ailleurs sous une forme de gauche au XIXe siècle, avec des discours en faveur du peuple travailleur, le peuple ouvrier, le peuple agriculteur, le peuple fermier, le peuple pionnier, le peuple courageux, contre ces bureaucrates de Washington qui désormais ont leur mot à dire sur tous les Américains, puisque on n'est plus dans une confédération mais dans un État fédéral et qu'il y a des administrations qui sont créées à Washington pour légiférer en matière de monnaie, le dollar, combien de dollars, comment faire circuler le dollar, à quel taux peut-on prêter, les banques peuvent-elles prêter de l'argent, des choses comme ça. Et donc beaucoup d'Américains et de mouvements politiques font naître le populisme au XIXe siècle dans une opposition peuple de l'Amérique profonde versus élite politique de Washington. Et donc ça a toujours fait partie de la vie politique américaine et même Bill Clinton, Ronald Reagan, Barack Obama, tous ont eu à un moment donné dans leur carrière le moment populiste qui consiste à dire il y en a marre de Washington, il y en a marre des élites politiques de Washington, il faut limiter les dépenses des grandes administrations, il faut écouter le peuple et tout. Donc le populisme aux États-Unis, je dirais, fait partie intégrante de la vie démocratique. Ça n'a rien d'exceptionnel. Et de ce point de vue-là, Donald Trump n'est qu'un acteur de plus parmi d'autres. Et maintenant qu'on a un bilan à analyser, parce qu'en 2016 c'était compliqué, mais maintenant qu'on a 4 ans de mandat à scruter, plus 4 ans dans l'opposition et en quête d'un retour à la Maison-Blanche, donc 8 années de discours trumpistes, on peut dire que la caractéristique populiste n'est certainement pas la plus importante dans le chef de Donald Trump, puisque quelque part, il n'est jamais qu'un populiste parmi d'autres, parmi des dizaines qui l'ont précédé. Par contre, son populisme à lui est d'une virulence particulière, avec une dose raciste qui consiste à dire que le peuple, c'est un peuple travailleur, mais c'est surtout un peuple blanc qui risque de disparaître à cause de la démographie. Les Blancs vont disparaître, ils sont menacés. Et l'élite, elle est élargie, je le disais, alors que d'habitude, les autres populistes s'en prenaient aux politiques. Lui s'en prend également aux universitaires, aux journalistes, voire aux stars d'Hollywood, qui sont autant de profiteurs du système, qui sont coupés des réalités du véritable peuple blanc de l'Amérique profonde. Y a-t-il d'autres exemples de populisme aux États-Unis ? Par exemple, le Parti du Peuple, fin 19e, début du 20e siècle, c'est un parti qui ne parviendra pas à être aussi puissant que les deux grands partis traditionnels, mais va quand même peser sur plusieurs élections locales à l'échelle fédérée et également aux élections présidentielles. Et ce Parti du Peuple était plutôt un parti de gauche qui défendait les ouvriers, qui défendait les droits syndicaux, puisque ça ne va pas de soi aux États-Unis, ce n'est pas comme dans d'autres pays. C'était également un parti qui voulait intégrer la cause féminine dans le combat ouvrier. Les femmes doivent travailler comme les hommes, elles ne doivent pas rester au foyer. Et pour celles qui travaillent déjà, elles doivent participer au combat syndical contre le capital. Donc le Parti du Peuple opposait le peuple des hommes et des femmes qui travaillent contre les profiteurs de Wall Street à New York et de Washington, les politiques à Washington.
Ça, c'est une manifestation plutôt de gauche du populisme. Et dans le même registre, on retrouvera des années plus tard Hugh Long dans les années 30, sénateur d'abord au Sénat de Louisiane, puis sénateur au niveau fédéral pour la Louisiane. Long va avoir un discours populiste très dur vis-à-vis des... ce qu'on appelait à l'époque les trusts, aujourd'hui on dirait les multinationales, vis-à-vis des banques, vis-à-vis de la finance, qui, à ses yeux, étouffe, menace, met en danger la vie des travailleurs de Louisiane et notamment les ouvriers, mais aussi les fermiers qui empruntent de l'argent aux banques pour essayer de développer leurs affaires, puis se retrouvent piégés par des taux d'intérêt variables, élevés à payer, et finalement les fermiers deviennent les esclaves des financiers. Et donc Hugh Long va opposer comme ça un peuple de Louisiane courageux et travailleur, étouffé, écrasé par la finance, par les banques, par les trusts et également par les politiques qui les soutiennent. Et en parallèle, il proposera de créer des routes pour permettre aux plus pauvres issus de la campagne d'aller à l'école. Il permettra et promettra et parviendra à obtenir la gratuité des livres à l'école pour que les pauvres puissent étudier même s'ils n'ont pas les moyens de s'acheter des livres. Bref, il pose des actes plutôt de gauche, en tout cas des actes plutôt sociaux et progressistes, et, ce qui est très très rare pour l'époque, il ne joue pas avec le racisme. Alors qu'à l'époque, tout parti confondu, la carte raciale fait partie de l'ADN de tout homme politique américain, qu'il soit de gauche ou de droite. Et lui, il ne joue pas là-dessus. C'est une particularité. Il n'a jamais rien fait pour les Afro-Américains, mais il n'a jamais non plus critiqué les Afro-Américains, ou il n'a jamais joué sur la criminalité afro-américaine, etc. Alors, des populistes, on en trouve beaucoup. Arnold Schwarzenegger, gouverneur de Californie, défend, lui, également le travailleur indépendant, écrasé par les taxes, écrasé par la bureaucratie californienne. Il défend le peuple courageux, qui se lève tôt, qui a du mal à joindre les deux bouts, contre les fonctionnaires surpayés qui gèrent l'éducation en Californie, les fonctionnaires qui gèrent les grandes villes. Bref, il oppose le peuple travailleur essentiellement aux politiques et aux fonctionnaires qui gagnent très bien leur vie et qui ne comprennent pas ce que c'est qu'être un jeune indépendant. Et Schwarzenegger fait tout ça avec un discours très démagogique, très clivant, mais évidemment, on s'en doute, on connaît un peu l'acteur, pas une goutte de racisme ou de xénophobie, ça n'intéresse pas Schwarzenegger. Ce qui l'intéresse, c'est de défendre l'indépendant, qui prend sa vie en main, qui réalise son rêve américain. Et Schwarzenegger, pour l'anecdote, sera d'ailleurs un des premiers à mettre un agenda vert en Californie, notamment au niveau de la mobilité, en faisant une promotion très très radicale du véhicule électrique, qui est illustrée par une campagne politique où il avait réussi à se procurer un Hummer de l'armée américaine revenue de l'Irak, ou qui allait partir en Irak, je ne sais pas, vous savez, ce gros 4x4 qu'utilise l'armée. Il s'était procuré un Hummer, l'avait rendu utilisable sur le sol californien et avait fait mettre un moteur électrique pour montrer que c'est pas parce qu'on roule électrique qu'on roule dans une cacahuète. Il avait un des véhicules les plus lourds et les plus chers des États-Unis qui roule électrique, et on peut lui reconnaître le mérite d'avoir, avant tout le monde, lancé des débats sur l'utilité de l'électrique, même si jamais en 2024 on se rend compte aujourd'hui que l'électrique finalement ne sera peut-être pas la solution, mais c'est un autre problème. Et l'alt-right, comment classer cette mouvance ? Pour moi, l'alt-right, là, on est clairement... l'alt-right, c'est un des mondes que Trump mobilise quand il en a besoin, mais pas trop souvent, parce que c'est vraiment l'extrême droite pure et dure. On est à mi-chemin entre le racisme d'extrême droite et le fascisme, ou le nazisme, ou le néonazisme. Et donc, Donald Trump est quand même prudent avec l'alt-right. S'il ne parle que de l'alt-right, il finira par s'aliéner toute une série d'électeurs qui ne sont pas racistes, mais qui aiment chez Trump d'autres choses. Mais il a quand même parfois par le passé utilisé des éléments qui touchent à l'alt-right pour envoyer des signaux à l'extrême droite en leur disant je ne suis peut-être pas moins d'extrême droite comme vous, mais le candidat qui est le plus proche de vous, c'est moi. Donald Trump a-t-il toujours été populiste ? A-t-il toujours fait ce que nous désignons aujourd'hui comme du Trumpisme ? Trump n'a pas toujours fait du Trumpisme. Ça reste un grand mystère. Est-ce que tout était déjà là et que c'est sorti le jour où il est arrivé à la Maison-Blanche? N'oublions pas que pas mal de témoins continuent à dire aujourd'hui que Trump ne croyait lui-même pas à sa possible élection,
que cette élection était une façon de punir Barack Obama, qui s'était permis d'ironiser sur le complotisme de Donald Trump, et il s'était lancé le défi de battre Hillary Clinton, mais paraît-il lui-même n'y croyait pas beaucoup et a été très surpris lorsqu'il a appris qu'il avait gagné. Donc qu'est-ce qu'il y avait de Trumpiste chez Trump avant qu'il ne soit à la Maison-Blanche, je ne sais pas. En tout cas, ça avait déjà commencé pendant la campagne, puisqu'il avait déjà décidé qu'il utiliserait le complotisme, le racisme, la xénophobie, la peur du blanc qui va disparaître, etc. Mais quand on remonte un peu dans l'histoire, il n'y a pas beaucoup de signes politiques qui permettent de dire que le Trumpisme existait déjà. On peut peut-être quand même mentionner le fait que dans les années 80, au début des années 80, si mes souvenirs sont bons, une jeune fille a été violée et tuée à Central Park en faisant son jogging. Très vite, 4 jeunes Afro-Américains sont arrêtés, sont jugés de façon expéditive, finissent en prison et Donald Trump achète une page complète dans un grand quotidien de New York. C'était pas le New York Times, c'était un autre quotidien. Il achète une page complète, donc ça veut dire qu'il débourse une somme très très importante pour avoir une page complète, où il évoque ce drame et plaide pour le rétablissement de la peine de mort dans l'État de New York pour qu'on puisse punir ce type d'individu. Donc là, il envoie un signal très clair. Je suis pour la peine de mort, et il a à plusieurs reprises laissé entendre qu'il pouvait être candidat à la présidentielle, mais n'a jamais été très loin et n'a jamais été pris très au sérieux. Il fréquentait à cette époque-là quand même pas mal de cénacles médiatiques, politiques, sociaux, culturels et autres, qui étaient plutôt des cercles plutôt démocrates. Donc c'est difficile d'imaginer qu'il ait déjà été trumpiste comme il l'est aujourd'hui dans les années 80, mais il y avait quand même quelques signaux. Et cette histoire de peine de mort, je pense, nous renvoie à nouveau au fait qu'il y a un trait sans doute qui est là depuis toujours et qui est exacerbé maintenant, c'est sa soif d'autoritarisme et sa fascination pour les régimes et les individus autoritaires. C'était Chronique des États-Unis, merci pour votre écoute et à très vite pour d'autres épisodes.